Oui, on est déjà là? On est là quand tu veux. OK. Un instant. Presque là. Je vais passer ici pour commencer et après je vais revenir à mon castel. On la voit. Là, c'est quand tu veux. Oui. Bon. Et bonjour. Je vous remercie d'être présente dans cette conférence. Je suis ravie de partager avec vous les résultats de ma recherche-création dans le cadre de la maîtrise en théâtre à l'UQAM, à l'Université de Québec à Montréal. Et c'est une exploration et ce que j'ai dit n'est pas une vérité absolue. c'est juste une approche à une recherche. Et l'ère numérique est en expansion, à l'évidence. Il suffit de regarder comment on présente la conférence d'aujourd'hui. Et cette évidence apporte, cette ère de numérique apporte des modifications à notre société. Et elle touche et remet en question le façonnage de nos codes sociaux ainsi que notre compréhension de certains paradigmes. L'impact des médias et des nouvelles technologies dans le domaine des arts ouvre des branches vers de nouvelles recherches, apporte et inspire d'autres possibilités de performativité. Le travail des marionnettistes est remué aussi pour cette vague de numérique. Je sais que d'entre vous, il y a des marionnettistes dans le sens large du mot, soit dans les décors, dans la scénographie, dans la dramaturgie, dans la mise en scène, ou celle ou celui qui interprète. L'activité que j'ai pu développer dans ma pratique théâtrale est celle de manipuler et d'animer des marionnettes. Dans la présente conférence, mon intérêt est de vous démontrer que cet objet peut être encastellé, que les manettes touch peuvent être les parallèles du triangle ou de la croix d'une marionnette à fil. Je peux dire aussi qu'avec cet objet et une programmation, on peut avoir un décor virtuel. On peut avoir des personnages virtuels aussi. Comme vous, collègues marionnettistes, j'aime beaucoup les voix, les papiers, l'argile, j'aime les tissus. J'aime aussi beaucoup avoir dans mes mains les marionnettes de Claude Rodrigue. Mais après 15 ans de pratique, je voulais explorer une nouvelle matière. Parce que comme tout autre chercheur ou artiste, je suis curieuse. Parler de marionnettes, c'est entre autres examiner la manière dont l'humain interagit avec l'objet. Depuis quelques années, le dispositif numérique prend beaucoup de place dans notre vie quotidienne. Et il apporte des changements, pas juste dans la façon qu'on interagit entre nous comme société, mais aussi dans notre code et notre imaginaire. Et il suffit de regarder les développements des industries d'entertainment, comme dans les centres filles et la société d'art numérique et toutes les offres qu'ils sont. Et ils s'offrent dans les centres filles, par exemple, souvent, chaque année, en fait, ils s'offrent des conférences qui s'appellent The New Storytelling. Et c'est intéressant parce qu'on parle de nouvelles façons de raconter d'histoires, de raconter des choses ou d'immerser dans des différents univers. En raison de ma trajectoire personnelle, je m'intéresse à observer les défis et les enjeux que représente une marionnette virtuelle dans la pratique d'un marionnettiste interprète. Le marionnettiste interprète, pour ceux qui ne savent pas, est le sujet qui apporte une intention dans un objet pendant la représentation.
c'est lui ou celle qui anime et qui projette quelque chose d'émotif dans l'objet. Pourtant, voilà ma question de recherche. Et Julien, s'il vous plaît, on peut voir le PowerPoint 1. Merci. Qu'est-ce qui doit être modifié dans la préparation de l'interprète marionnettiste pour animer une marionnette dans un environnement virtuel? Pour répondre à cette question, j'ai fait appui de ma pratique, dont je donne pour entendu que l'interaction mécanique et sensorielle entre objet et sujet fait apparaître les personnages. C'est-à-dire que nous allons, dans cette recherche, parler de sujets marionnettistes et objets marionnettes. Parce que l'objet m'intéresse, parce qu'il est aussi modélisateur des actions de sujet. Il y a certaines recherches qui portent sur le fait que les personnes construisent les objets tout autant comme les objets construisent les personnes. Dans la spécificité de la marionnette, cette influence de l'objet sur l'objet, de l'objet sur le sujet correspond à l'implication corporelle du sujet, entre autres. Mais pour le moment, on va rester là, OK? Et c'est grâce à cette interaction mécanique et sensorielle que l'objet s'entrelace avec l'interprète pour devenir personnage. Bien que nous puissions imaginer des possibilités, les rencontres entre marionnettistes et marionnettes font naître les possibilités expressives de la matière. On peut imaginer avant en mise en scène les possibilités, on peut faire des storyboards, mais la réalité vient quand on est en interaction directe avec l'objet. Pour aborder la marionnette virtuelle, j'ai fait des liens entre marionnettes et nouvelles technologies. Nous pouvons considérer marionnette une figure intangible déplacée tangiblement. Je vais répéter ça. Attention, c'est important. Nous pouvons considérer marionnette virtuelle à une figure intangible déplacée tangiblement. OK? Alors, avant de pouvoir répondre à ma question, j'ai fait face à deux problématiques. L'une est que pour créer une marionnette virtuelle, il me fallut des connaissances de programmation que je n'avais pas. L'autre était que j'avais besoin d'une interface. C'est-à-dire, je vais vous expliquer tantôt plus profondément, mais ici, nous avons un mécanisme. Quand on parle des objets de nouvelles technologies, on parle d'interface, c'est-à-dire un objet qui va mettre en communication soit des logiciels ou soit un logiciel avec une personne. Alors là, on parle d'interface. Et je vais vous donner une définition qui a ouvert en moi des possibilités aussi. C'est Marthe Adam, marionnettiste québécoise, qui a apporté une intéressante définition en considérant marionnette tout objet est... OK, Julien, est-ce qu'on peut voir, s'il te plaît, le numéro 2, le suivant? OK, je continue. On peut considérer comme marionnette tout objet figuratif ou abstrait, objet du quotidien, objet trouvé ou objet modifié qui devient le personnage. Et on pourrait aussi faire appel à la définition qui fait Bensky par rapport à la marionnette, où il parle de la différence qu'on peut avoir à faire une définition de marionnette, parce que cette définition correspond, comme le langage, à son époque et à sa culture. Alors, ce qui est marionnette dans un endroit peut pas être marionnette dans un autre endroit. Et alors, cette citation de Marthe Adam a été pour moi intéressante et un déclencheur, ce qui m'a fait considérer cet objet comme un objet marionnettique. C'est là que j'ai fait un lien. Après, on va voir la prochaine. Julien, s'il te plaît.
pour que je puisse vous expliquer les liens que j'ai faits. Une fois que j'avais considéré ça un objet marionnettique, un potentiel objet marionnettique, j'ai fait des liens. J'ai fait des liens avec l'informatique. Parce que cette recherche, c'est aussi interdisciplinaire. C'est-à-dire que j'ai mis en dialogue la marionnette et l'informatique. Alors, ici, on va voir... Ouh, je suis sortie de mon cadre. On peut voir... OK, pour moi, marionnette et figure informatique, ça correspond à la même chose. OK? Figure informatique, là, je vous ai mis en image parce que cette image, comme une marionnette, peut être abstraite ou peut être anthropomorphe. OK? Une figure informatique est ce qu'on voit dans les... C'est une réalité de synthèse qu'on voit dans nos ordinateurs, par exemple, ou dans ce cas, dans les casques de réalité virtuelle. Pour moi, les mécanismes de contrôle correspondent à l'interface. OK? Alors, ça, je vous expliquais tantôt. Et ici, sur la table, je vous ai mis de différents objets pour faire le parallèle. On a de différentes interfaces, comme nous avons de différentes techniques de manipulation. Alors, on a le Kinect, où on va manipuler avec notre corps. On a la manette, ce qu'on connaît des jeux vidéo, c'est la même chose. Et on a ce que, si vous n'êtes pas des gamers, on a le clavier. Ça, actuellement, tout le monde utilise ça. Et voilà, ça, c'est pour montrer que c'est la même chose qu'on a ici, par exemple. C'est les mêmes. On va communiquer à travers des mécanismes avec une figure, OK? Dans le cas de la marionnette, ça peut être une figure faite avec un autre matériau. Dans le cas des virtuels, c'est une figure informatique qui est créée avec des nombres. Et ce qui ne change pas, c'est le sujet. C'est l'importance du sujet. Alors, mon première approche pour développer cette recherche a été théorique. Et je me suis intéressée vraiment à comprendre la logique informatique. Et pour mon bonheur, l'école de théâtre est vraiment proche à l'UQAM, physiquement, et proche de l'école de communication. Donc, je pouvais assister à des séminaires et beaucoup de conférences aussi qui parlaient des jeux vidéo. Et je m'intéressais particulièrement aux jeux vidéo parce que pour moi, il y a trois composantes essentielles. Merci Julien pour la diapositive. OK, il y a trois composantes qui sont ressemblables entre les jeux vidéo et la marionnette. Ce que je trouve, c'est l'effet de s'en servir d'un mécanisme pour activer les personnages. L'autre, c'est l'importance de l'image symbolique. Et le troisième, c'est le rôle fondamental du sujet pour que l'objet puisse compléter son propos. Et donc, j'ai trouvé entre cette théorie et une théoricienne des jeux vidéo qui s'appelle Fanny George. Fanny George travaille en France dans l'Institut de communication et médias. Et elle a parlé dans son article « Avatar et identité », elle parle de comment l'interface, parce qu'elle parle des jeux vidéo, comment l'interface va faire un effet dans les joueurs et dans son implication au jeu. J'ai trouvé ça vraiment intéressant parce qu'on peut trouver aussi ça dans la marionnette. On peut trouver théoriquement, et ceux qui font la pratique, c'est évident, comment les mécanismes vont interagir avec les marionnettistes. Alors, Fanny George fait une division de trois avatars, de trois types d'avatars. Elle parle vraiment des jeux vidéo. Elle parle de l'avatar mouvement. L'avatar mouvement pour Fanny George est celui qui ne représente pas la personne dans les jeux, mais les mouvements de la personne, que la personne exerce. Comme exemple, pour ceux qui connaissent les jeux vidéo, et je m'excuse avec ceux qui ne le connaissent pas, Angry Birds ou Tetris. Là, on parle d'un avatar mouvement.
Et l'autre division qu'elle a fait, c'est avatar masque. L'avatar masque, c'est un avatar que l'intérêt, c'est l'image, c'est l'apparence de l'avatar. Comme exemple, elle donne les You Second Life, où les gens vont construire un avatar, mais qui ne sont pas obligés d'être comme ils sont dans la réalité, ils peuvent créer ce qu'ils veulent. Et OK, j'aurais des choses à dire par rapport à ça, mais sinon je vais passer ici en éternité. La troisième classification qu'elle fait, c'est l'avatar marionnette. Pour Fanny George, l'avatar marionnette est dans son implication dans la manipulation fine, mais aussi dans l'identification des joueurs avec les personnages. Elle donne comme exemple Mario Bros ou Sonic, dont les joueurs est vraiment impliqué dans les joueurs. Je connais un enfant qui aime beaucoup Mario Bros et pour lui, il pourrait être Mario Bros. Donc là, on parle de cette identification des sujets, de cette empathie. Et vous pouvez même trouver dans YouTube des vidéos dont les joueurs vont parler pendant qu'ils jouent. Donc, il y a des adolescents ou des garçons qui vont dire, qui vont faire des textes. C'est intéressant. Et alors, j'ai regardé ça et pour moi, ça a été confirmé. C'est comme si pour moi, Fanny George confirmait ce que j'avais réfléchi à l'avance, mais par contre, ce que je peux dire, c'est que si je peux dialoguer avec Fanny George, je dirais que pour moi, ce qu'elle a classifié, tout rentre dans la marionnette. Parce qu'on peut avoir aussi des marionnettes mouvements, c'est-à-dire dont on va faire les mouvements, on va déplacer des choses. Et cet objet, ce n'est pas un personnage, c'est un roche ou le soleil qui s'élève. OK, pour moi, là, il y a une ressemblance. Il y a aussi l'avatar masque, qui pour moi peut être aussi la marionnette. Et par exemple, un masque, ce n'est pas nécessairement, mais c'est une modification de notre corps. Alors pour moi, lui, ici, on a une marionnette masque. Et ce que Fanny George considère l'avatar marionnette, moi, je dirais que ça serait plutôt un avatar personnage, que ça serait comme lui, qui est très, 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 comment on dit, on voit le personnage, et juste pour son image, on peut considérer que c'est un personnage. Donc, voilà. Et, OK. Bon, là, j'avais un peu approché à la théorie et j'étais plus certaine que ma recherche était dans la bonne direction. Mais j'avais encore un problème. Même si j'avais approché la théorie, même si j'avais assisté à des conférences, je ne pouvais pas programmer. La théorie ne m'avait pas donné ces outils. Alors, pour faire ça, j'approchais Messier Tran. Messier Tran, qui est aussi aujourd'hui dans la salle. Et Messier Tran, c'est un étudiant et lauréat du programme d'enseignement de l'art dramatique ici à l'UQAM. Mais Gabriel est aussi ce qu'on peut considérer un gamer. Il est aussi un adepte aux jeux vidéo et il est aussi un programmeur autodidacte. Et donc, Gabriel Tran, c'est en même temps une perle rare qui avait déjà réfléchi à la possibilité d'un castellet numérique, un castellet virtuel avec les casques de réalité virtuelle. Donc, pour moi, Gabriel était comme tombé du ciel. Alors, OK, et Julien, on peut voir la prochaine PowerPoint. Et ici, juste pour donner des exemples encore théoriques, on va pas rester longtemps parce qu'on a déjà parlé de ça, mais Anne Luciani, c'est une investigatrice aussi, et elle parle aussi des liens entre marionnettes et informatique. Et elle dit que les souris de nos ordinateurs personnels, avec son fil électrique à la patte, relient à la main à l'image sur l'écran et se fait assure déjà un
fonctionnalité du fil qui relie la marionnette à le marionnettiste à sa marionnette. Elle le dit vraiment beaucoup mieux que moi. C'est pour ça qu'on utilise les citations théoriques. Et bon, on va aller au prochain, encore au prochain. Alors, on a déjà aussi parlé de ça, qu'on ne peut pas faire l'économie de points sur la construction des marionnettes dans la mesure où celle-ci conditionne ensuite de manière décisive la relation scénique entre les marionnettistes et les marionnettes. C'est-à-dire que si j'aurais travaillé avec une manette comme ça, et aurait été à notre recherche et les données, je pense que ça aurait changé vraiment, même si j'aurais travaillé avec les Kinect. Alors, cette recherche porte vraiment sur les casques de réalité virtuelle appliqués comme ça, OK? C'est juste une clarification. Alors, bon, alors, Monsieur Tran a traduit l'univers tangible dans un modèle virtuel développé avec le programme Unity. C'est un programme qui est utilisé aussi par les jeux vidéo. Et on entend pour un environnement virtuel un système qui réplique un scénario réel à travers d'interfaces ou des logiciels numériques. Pour les marionnettistes, dans ce cas, l'environnement des jeux, l'espace des jeux, c'est l'environnement virtuel. Pour regarder ça, on va regarder en vidéo, les vidéos 1. Julien, s'il vous plaît. C'est une petite vidéo où on va voir ce que je vois quand je porte le casque de réalité virtuelle. Et c'est-à-dire que je vais installer le casque, je vais faire une mesure spatiale et après, c'est ça que je vais voir. OK? Une marionnette, une table et on voit juste la manette qui va me servir de contrôle. OK? Alors, merci Julien. Gabriel et moi, nous avons travaillé ensemble pour la conception de cette marionnette parce que mon intérêt était vraiment de travailler l'avatar comme une marionnette et non pas comme un avatar dans les jeux vidéo qui a beaucoup de pré-programmation. Les avatars sont pré-programmés. Alors, quand on va faire A, l'avatar, il va marcher, mais il a juste une façon de marcher. Quand on va faire X, le personnage va sauter. Je dis n'importe quoi, hein, n'est-ce pas exactement comme ça, mais il va sauter. Mais il va sauter toujours de la même façon. Alors, ce que je voulais avec cette marionnette était vraiment d'avoir des possibilités, un registre de possibilités plus large qui pouvait me permettre de donner des intentions à travers les mouvements, parce que c'est ça le travail de l'acteur marionnettiste. Donc, Gabriel a proposé de travailler avec une programmation procédurale. Une programmation procédurale permet un plus large registre de manipulation. Et alors, on peut voir les prochaines vidéos, les vidéos 2. Et là, nous allons voir aussi, parce que Gabriel, il n'a pas juste créé une figure informatique pour cette recherche, mais il a créé un avatar. C'est-à-dire qu'il a répliqué ce qu'on avait dans la réalité, il a répliqué ça dans un univers de synthèse. Donc là, on voit la marionnette, il y a un cube aussi et il y a un masque. Tout ça était sur une table, tel comme dans la réalité. Gabriel a vraiment fait l'avatar de ça. Voilà. Merci beaucoup, Julien. Bien. Une fois que j'avais la marionnette dans mes mains, je pouvais commencer ma recherche, qui était centrée sur la question, je la répète encore, qu'est-ce qui doit être modifié dans la pratique, la préparation d'un interprète marionnettiste pour animer une marionnette dans le monde virtuel? Pour faire ça, j'ai choisi de faire 4 cycles de laboratoire. Pas 4 laboratoires, 4 cycles de laboratoire. Et
afin de récolter des données de recherche. Et je me suis servi d'un cahier de notes et j'ai fait aussi des captations vidéo qui m'ont permis de faire l'observation et l'analyse. Et je suis devenue ce que Louis Paquin considère comme les praticiennes réflexives. Et c'est-à-dire que je ne fais pas ça dans ma pratique normalement. Je ne vais pas regarder qu'est-ce que j'ai fait, je ne vais pas observer, ah, ici j'ai fait ça et pourquoi. Et c'est un autre état c'est un autre état de création, on peut dire, et la recherche. Donc, premièrement, je dois apprendre à nommer ma pratique. Parce que, comme je vous ai dit, même si j'ai 15 ans de pratique, j'avais jamais, je suis honnête à ça, j'avais jamais lu quelque chose sur la marionnette. J'étais vraiment une praticienne, mais mon approche était vraiment pas théorique. Et j'ai même pas fait des études de la marionnette comme à l'UQAM, il y a les diplômes. Mais moi, j'avais vraiment jamais fait une approche théorique. Alors, j'ai dû, premièrement, ce que j'avais fait avec l'informatique, je l'ai fait avec la marionnette. Je me suis approchée à des auteurs et j'ai essayé aussi de trouver lesquels étaient plus proches de mon univers. Donc, une fois que j'avais appris à nommer ma pratique, pour le laboratoire, j'ai choisi 3 éléments que je considère incontournables dans la technique d'animation-manipulation dans la marionnette tangible. Et ces éléments ont été appliqués pour l'animation-manipulation d'une marionnette virtuelle. Ces 3 éléments incontournables sont, Julien, s'il vous plaît, la PowerPoint 7. On va voir. Et, OK, ces principes sont la connaissance de ces principes mécaniques. En deuxième, le registre rythmique de ces mouvements et la création d'une grammaire gestuelle en fonction du personnage. Alors, quand je vous parle de ces 3 éléments que je considère incontournables dans la relation marionnette-marionnettiste, je parle d'une recherche indissociable que l'interprète entreprend quand l'objet arrive à ses mains. Dans la pratique de la création, ça, c'est pas séparé, OK? C'est toujours ensemble et aléatoire. Mais pour la recherche, j'ai dû vraiment séparer pour pouvoir faire l'observation. Et pour moi, la manipulation correspond à la compréhension technique. C'est-à-dire que pour moi, quand je parle de manipulation d'animation, c'est parce que je considère que notre travail, c'est de faire les 2 choses. Pour moi, les connaissances et les principes mécaniques correspondent à la manipulation et on est obligé de faire cet essai. Et l'animation correspond au registre rythmique et à la création de la grammaire gestuelle. Et pour moi, là aussi, à noter que pour moi, c'est là aussi qu'on trouve une différence entre les joueurs de jeux vidéo et les marionnettistes. Si bien il s'agit qu'on fait une activité qui ressemble dans le sens qu'on va activer une silhouette avec un mécanisme, nous, on va animer, on va ajouter des couches d'expressivité. Et ça, on le fait à travers un personnage. Et pour traverser ça, j'ai choisi des exercices de certains auteurs. Je me servis des auteurs de marionnettes, mais aussi des auteurs de jeux. Parce que moi, je suis formée en jeu à l'université au Mexique. J'ai étudié pour être comédienne. Alors, j'ai beaucoup encore là, oui, j'ai fait la théorie et la pratique des auteurs comme Meyerhold, et Artaud, et Barba, et Grotowski. Il y a vraiment tout ça qui est en moi encore. Donc, j'ai choisi certains exercices pour chaque cycle de laboratoire. Pour le premier, j'ai choisi un exercice que j'ai trouvé dans le livre « Les scènes philosophiques de la marionnette ». Ici, il y a un article de Esa Kirkopelto. Esa Kirkopelto, et je cherche ici sa description, est un philosophe, artiste, chercheur et initiateur de l'International Platform
for Performer Training. Il a un article dans ce livre qui s'appelle Prothèse de l'âme, articulation entre objet, corps et marionnette. Dans cet article, il propose un exercice qui s'appelle le petit poids. Cet exercice permet d'observer la tendance et la trajectoire de mouvement de l'objet et ses points sensibles, ainsi que les niveaux de force maximaux et minimaux qui peuvent être exercés sur cette matière. Et en fait, il propose cet exercice pour les théâtres d'objets, pour un objet plutôt que pour une marionnette avec des mécanismes. Mais j'ai trouvé que c'était applicable dans ce cas. Alors, le marionnettiste doit connaître la matérialité de son objet. C'est pour ça l'importance de l'objet et de comprendre sa matière, ses tendances. Alors, le premier problème que j'ai trouvé en essayant d'appliquer cet exercice est que mon corps n'existe pas dans la réalité virtuelle. Existe l'objet, mais n'existe pas mon corps. On n'est pas dans le même espace. Donc, je ne pouvais pas toucher, je ne pouvais pas avoir un doigt pour toucher l'objet comme je faisais avec ce papier, par exemple. Et ça n'était pas possible. Alors, avec ça, il y a une programmation avec les interfaces. Et cette interaction est programmée à l'avance. Alors, je ne pouvais pas faire l'exercice. C'était une problématique que nous avons résolu, M. Tran et moi, avec un autre objet virtuel. Et là, on peut voir les vidéos, Julien, s'il te plaît, les vidéos 3. Et alors, ce que nous avons fait, c'est essayer avec cet autre objet de toucher la marionnette. Et on va voir tantôt dans les vidéos. Ce qu'on voit, en fait, on peut mettre pause, Julien, s'il te plaît, juste pour vous expliquer. Ce qu'on voit, c'est dans la réalité augmentée. OK? Et ça, on peut le voir, c'est quelque chose que M. Tran a développé aussi. À travers une tablette, il peut voir ce que j'ai fait dans la réalité virtuelle. Alors là, on a une interaction de la réalité tangible avec la réalité de synthèse. Alors là, c'est pour ça qu'on est capable de voir en même temps Paola et la marionnette. Merci, Julienne. On peut continuer. Donc, vous voyez, j'ai essayé de toucher et de trouver quelle est la réaction de l'objet avec les contacts. À quel niveau je peux toucher où, qu'est-ce que ça fait, et quelle est sa tendance. Et voilà. Ce qui est intéressant aussi, est-ce que vous voyez, je peux traverser la table. Et ce qu'on ne peut pas faire dans la réalité. Là, je suis vraiment en dehors de la table, mais une table qui n'existe pas. Bon, il y a beaucoup de mouvements que j'ai appelés au début des mouvements chaotiques, qui sont peut-être des mouvements aléatoires, qui ne sont pas préprogrammés, et qu'au début, j'étais vraiment dérangée par ça, mais qu'après, j'ai appris à accepter ça. Et c'est ça qu'on fait en fait avec une marionnette. Je vous donne un exemple rapidement. Cette marionnette, c'est moi qui l'ai fait, OK? Et cette marionnette a un petit problème dans son jambe. Elle marche un peu comme ça. Alors, j'ai essayé plusieurs fois d'arranger ce problème, mais je n'ai pas arrivé. Alors, j'ai juste accepté que ce personnage marche comme ça et j'essaie de trouver dans la façon de déplacer les poids. Mais c'est juste pour dire, même avec la matière, on n'arrive pas toujours à voir ce qu'on imagine. Alors, c'est la même chose dans un univers de synthèse, c'est un peu la même chose. Là, vous voyez, dans les vidéos encore, j'observe ces possibilités de mouvement. Donc, je vois, est-ce que c'est possible de prendre les deux jambes en même temps? Et qu'est-ce que je dois faire pour que ça arrive? Et jusqu'à où son bras, il arrive?
etc. Bon. Là, c'est encore, j'ai fait beaucoup attention aussi à la vitesse, parce que pour moi, le rythme est vraiment important. Et j'ai essayé de savoir, parce que peut-être ça, vous savez la pratique déjà dans vos ordinateurs. Si vous essayez de faire beaucoup de choses rapidement, il va collapser. Donc, je me suis dit, peut-être que c'est la même chose avec la marionnette. Peut-être que la marionnette, c'est... Et donc, j'ai essayé vraiment de pousser la limite de la marionnette pour voir jusqu'à quelle vitesse elle était capable d'être encore en forme. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ces différentes explorations. Ça, c'est pendant mon première semaine de laboratoire où j'explorais vraiment la mécanique, toutes les possibilités. Alors, merci Julienne, lors de mes premiers essais face à l'image virtuelle, je remarque en première un manque de poids dans l'objet. L'absence de poids dans la figure informatique modifie fortement la relation objet-sujet, de sorte que la relation du marionnettiste avec la marionnette virtuelle se fait principalement visuelle. Alors, tout ce que je fais, je le fais visuellement parce que je n'ai pas une moyenne de savoir qu'elle touche les tables ou de savoir à quel niveau elle est ou quand elle a déplacé son bras. Là, il n'y a pas une sensation qu'on a avec la matière. Alors, tout ça, c'est vraiment visuel. C'est une des choses que je remarque vraiment importante. L'autre, c'est l'absence de mon propre corps dans l'espace. Et ça affecte vraiment fortement la perception et la proprioception. C'est-à-dire que l'effet de ne pas avoir la conscience, ben là, je vous parle que pendant mes laboratoires, j'avais le casque pendant longtemps. Donc, ça faisait des changements vraiment drastiques dans ma perception de mon propre corps, de sorte qu'après ma première semaine de laboratoire, je n'avais pas la sensation de mon propre corps. Après le laboratoire, j'allais chez moi et j'étais comme, oh, je suis vraiment légère. Et vraiment, il y avait une modification et j'ai dit un peu en blague que les casques de réalité virtuelle ou cet univers immersif pouvaient être les nouvelles psychotropiques, tellement ça modifie notre perception. On n'a pas besoin de substances, mais ce qui fait dans le cerveau, c'est quelque chose que je vous dis pour vous partager mon expérience, mais aussi parce qu'il faut faire attention. Et quand on est conscient de ça, il peut s'agir d'une manipulation plus tricky que ce qu'on fait avec la marionnette. Bon, et je m'excuse pour mon vocabulaire pas académique. Bon. Alors, Philippe Queux, il a écrit un article dans cette revue. Cette revue, c'est de 1990. Ici, c'est vraiment, si ça vous intéresse, l'informatique et la marionnette, ici, c'est même lourd. Et il y a tellement de matière. Et Philippe Queux a écrit ici un article qui s'appelle Corps virtuel. Et il dit que le corps est notre ancrage au monde. L'expérience du corps propre nous enracine dans l'existence. C'est à notre corps et par notre corps que nous apprenons à connaître le nous de l'existence et de l'essence. Mais cet ancrage, cet enracinement, ces nous sont gravement compris dans le virtuel. Encore une fois, il dit dans notre mot, et plus poétique et philosophique, ce que je viens de vous expliquer par rapport à la perception et la proprioception. Et donc, après que j'avais été capable de manipuler la marionnette, la figure informatique, il y avait une autre chose. Je devais passer à la prochaine étape qui était à l'animation.
Pour l'animation, j'allais explorer les rythmes, les registres rythmiques. Et le registre rythmique est très fortement lié au respire. Mais pour moi, et je pense que pour la plupart des interprètes, pour animer, il faut avoir une motivation. Nous avons besoin d'une motivation pour savoir qu'est-ce qu'on va faire et pourquoi. Et si il va se déplacer d'ici à là, pourquoi il se déplace. Donc, pour faire ça, j'ai choisi les personnages de mythe Icare. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous lire très brièvement ce qui est le mythe d'Icare. Dans la mythologie grecque, Icare est le fils de Dédale. Il est connu pour être mort après avoir volé près du soleil, pendant qu'il s'échappait du labyrinthe avec des ailes faites avec de la cire et des plumes par son père, l'architecte Dédale. Et je pourrais aussi passer beaucoup de temps à vous parler de comment je trouve une ressemblance entre Dédale et le marionnettiste constructeur et Icare, que c'est un intuitif qui va être obligé à se mettre en contact avec cet artefact, mais qu'il ne va pas maîtriser ça, et donc tragédie. Donc, et pour faire la partie de l'animation, j'ai choisi Icare. Alors, j'avais une motivation. J'avais des détonateurs, des déclencheurs qui allaient me donner comme des pourquoi. De pourquoi je me déplace, pourquoi il respire comme ça. Alors, je savais déjà qu'Icare était un petit jeune adolescente et impulsive. Alors, j'ai essayé de le faire marcher. J'ai lu un peu par rapport aux différents points de vue d'Icare, où il parlait d'un petit garçon maladroit. Tout le contraire de son père Dédale, qui est très doué, qui est très rationnel, qui est très mécanique, qui est un architecte, constructeur de beaucoup de choses, entre autres les labyrinthes. Icare, c'est le contraire. Il est maladroit, il est impulsif, il ne prend pas de temps pour réfléchir. Alors, j'ai essayé de faire ça et on va voir les vidéos numéro 4. Et Julien, s'il te plaît. Dans les vidéos numéro 4, j'essaie de trouver la façon la plus expressive pour qu'on voit le souffle de la marionnette virtuelle. Donc, vous allez voir que le mouvement de respiration est possible d'accomplir juste mécaniquement, mais qu'il change quand il y a une implication corporelle. Donc, regardez, là, il y a l'implication du corps. Mais ce mouvement est possible de faire aussi juste avec la tête. Okay? Je peux juste bouger la tête et juste faire comme ça. On a le mouvement, mais quand je fais une implication vraiment, dans le monde des marionnettes, on dit qu'on prête notre respiration aux marionnettes. Une autre façon de faire cette illusion de respiration, c'est avec une partition rythmique. Alors, on va ajouter un rythme. Et cette respiration est très importante parce que c'est ça qui va nous donner des indices sur l'état psychologique de la marionnette. C'est pour ça qu'il était très importante. Et Julien, s'il te plaît, on va passer à la photo numéro 1. Et pour ce laboratoire, je vous dis juste les plus importantes de mes cycles, mais j'ai travaillé beaucoup des autres exercices. Comme Kirko-Pelto avait été importante pour la mécanique, pour cette partie a été importante pour moi Antonin Artaud. Antonin Artaud parle et il fait même des classifications de différents types d'états de l'être humain. Pour lui, c'est très important la respiration, le souffle. Et dans son article « Un athlétisme affectif », il parle « athlétisme affectif ». Alors, je vais vous lire une citation d'Antonin Artaud. Là où l'athlète s'appuie pour courir, c'est là que l'acteur s'appuie pour lancer une imprécation spasmodique, mais dont la course est rejetée vers l'intérieur.
Et j'ai fait même une exploration telle comme ça, pas métaphorique, mais réellement, je suis allée courir pendant mes laboratoires pour regarder la différence dans ma corporalité. Qu'est-ce qui arrivait quand je courais juste comme une athlète? Et quand je faisais ça, les jours après, je suis allée courir, mais avec la conscience des comédiens. Alors, ce que j'ai trouvé était le déplacement de poids. Nous, les comédiens, on fait un déplacement de poids. Alors, si je cours juste pour faire 34 000 kilomètres, mon attention peut être ailleurs. Ce n'est pas mon but d'être consciente dans ma présence corporelle. Mais si je cours comme une athlète de l'affectivité, je vais déplacer mon poids. Alors, je courais et je déplaçais parfois mon poids ici et je regardais comment toutes les autres parties de mon corps étaient plus légères. Après, j'ai déplacé ça ici. C'est-à-dire, je l'ai fait vraiment et j'ai trouvé aussi une similitude à ce que Meyerhold il dit par rapport à la biomécanique. Il dit que les comédiens passent beaucoup de temps à travailler dans son corps, mais qu'ils devaient passer la même quantité de temps à travailler à connaître sa neurologie. Parce qu'on travaille avec l'imaginaire. On travaille avec ce qu'on est capable de créer. Et comme je vous ai dit tantôt par rapport à la perception, il y a une implication très forte quand on change notre perception. Donc, cette manque de poids était très important parce qu'avoir remarqué ça dans l'exploration des souffles, ça m'a permis de voir des autres choses. Alors, j'ai remarqué ces déplacements de poids, des intentions, et on les retrouve, les déplacements de poids, dans la danse, dans les mimes corporelles, dans le travail de l'acteur. Dans le cas de la marionnette virtuelle, c'est un crash qu'on peut faire, lequel je prends. OK, je vais prendre celui-là encore. Les poids, ici par exemple, OK, je vais vous montrer un déplacement de poids. Je peux lever les pieds et là, il est dans cet équilibre précaire. Mais c'est faux parce que c'est vraiment moi qui l'ai fait, mais pas tout à fait parce que sa matière, je suis vraiment ancrée dans sa matière, OK? Mais avec la marionnette virtuelle, ce qui arrive est qu'il n'existe pas cet ancrage de la matière. Ça n'existe pas vraiment. Alors, ça, je dois l'imaginer. Cet ancrage qu'ici, on le fait ensemble avec la marionnette tangible, on fait ensemble. Mais dans la marionnette virtuelle, c'est juste moi qui dois le faire. C'est vraiment, je dois imaginer, là, touc, il arrive. Là, il vole. Tic, là, il arrive. Alors là, cette expérience a fait vraiment ressortir encore les liens entre les mimes corporels et la marionnette, et le travail avec la marionnette. Et ça s'est fait vraiment très évident avec la marionnette virtuelle. Et après, le troisième élément incontournable que je vous ai parlé tantôt, c'est la création d'une grammaire gestuelle. Et techniquement, autant dans la marionnette tangible que dans la marionnette virtuelle, il y a un apparent recul dans ce qu'on avait appris dans la mécanique. Parce qu'il s'agit d'ajouter des couches d'expressivité à ce qu'on avait déjà travaillé avec la mécanique. Alors, les comédiens peuvent se trouver comme « mais j'étais déjà capable de faire ces mouvements ». Mais là, oui, mais là, tu ajoutes. Là, mécaniquement, tu l'avais déjà. Mais là, tu dois ajouter le texte, l'intention, l'expressivité. Alors, je sais peut-être qu'il y a des metteurs en scène qui écoutent cette conférence. Je vous dis, soyez patiente avec les marionnettistes parce que nous avons besoin de cette adaptation, parce qu'on travaille avec beaucoup de couches en même temps. La couche de l'espace, de mon corps en relation à l'espace, la marionnette en relation à l'espace, les couches, les textes, c'est beaucoup de choses. Et parfois, les metteurs en scène, s'ils ne voient pas ce qu'ils voudraient voir, ils vont dire, OK, il ne fonctionne pas, on va changer ça. Mais ce n'est pas ça qu'on fait. On donne le temps c'est pour ça qu'existe la répétition. Bon. Alors, une fois que... OK, non, excusez-moi, je vais revenir à ma feuille.
Et on va voir, s'il te plaît, Julien, la vidéo numéro 5. Pour créer une grammaire gestuelle, il faut avoir les lettres de l'alphabet. Ce que j'appelle les lettres de l'alphabet, c'est les possibilités de la marionnette, toutes les possibilités qu'on a trouvées avec la mécanique. On va les garder dans une sorte de boîte et on va aller les chercher quand on va vouloir faire des phrases. Alors là, je vous montre, ce sont des possibilités que j'ai trouvées. Là, par exemple, ce mouvement, je l'ai trouvé, mais comme j'ai travaillé beaucoup en collaboration avec Gabriel Tran, et Monsieur Tran, il a trouvé aussi certaines lettres de notre alphabet, juste pour dire. Et alors, c'est un alphabet qu'on a créé en collaboration aussi, et parce qu'il trouvait des possibilités de mouvements que je ne voudrais même pas imaginer. Et lui, il les trouvait, et moi, j'ai trouvé des autres. Par exemple, j'étais un peu fixée sur le fait que j'ai vu qu'il s'assoit, j'ai vu qu'il se couche. Et donc, j'ai vécu beaucoup de frustration avec ces gestes de s'asseoir parce que quand l'image informatique touche à notre superficie, il a des mouvements bizarres. Alors, il fallait trouver les moyens exacts pour qu'elle soit capable de faire ça. Tout ça, là, il n'y a pas encore une intention, mais comme je vous ai dit, c'est toujours le mélange. Alors, même si je n'avais pas des intentions précises, j'ai essayé de trouver comme, et s'il est calme, comment il serait calme, comment il respire. Et là, il fait comme des positions de yoga, on dirait. Et donc, c'est ça, de comment il va mouvoir son bras, c'est ça. Tout ça, c'est ce que je pourrais dire, c'est l'alphabet des marionnettistes et la marionnette, de l'interaction. Et une fois que nous avons l'alphabet, nous pouvons construire des phrases. Donc, j'ai fait une sélection de 3 déclencheurs pour les personnages Icar, dont le désir de voler, le vol et la chute. Vous voyez ça, je ne l'utilise pas dans les vidéos finales que je vais vous montrer, mais j'avais beaucoup de joie de trouver des possibilités. Et comme il était en jaune, alors je ne voulais pas qu'il soit trop lourd ou qu'il fasse juste marcher. Et ça change aussi ce qu'on cherche, les lettres qu'on cherche, ça dépend c'est un personnage jaune, c'est un personnage bio. Ça joue aussi beaucoup dans la recherche. Alors, merci Julienne pour arrêter les vidéos. Et alors, une des choses très importantes pour cet alphabet, c'est le fait de marcher. La marche dans la marionnette, c'est vraiment très important. Et il y a une chercheuse, encore une fois dans ce livre, Noémie Lorenz, elle parle de l'importance du geste dans les marionnettistes. Et elle parle des paradigmes du geste des marionnettistes. Et elle nous explique comment les déplacements dans la marionnette s'agit d'une action, mais que peut s'agir aussi d'un geste. Parce qu'on va impliquer un style dans chaque déplacement. Alors, ce que j'ai fait avec cette lecture, oui, avec la lecture théorique, mais aussi avec mon expérience, je voulais trouver des différentes formes de marcher pour ma marionnette. Alors, Julienne, est-ce qu'on peut voir, s'il te plaît, les vidéos 6, c'est ça. Et là, on va faire des pauses parce que je vais vous montrer en même temps ce que j'ai fait pour qu'elle marche pour chaque style. OK? Je vous montre 3. J'ai trouvé des autres, mais je vais vous montrer juste 3. Celui-là, on peut arrêter, Julien. Celui-là est fait avec une programmation qui avait été préétablie. C'est-à-dire que Gabriel avait fait une programmation que quand la marionnette touche la table, il déplace tout seul les pieds. Alors, la seule chose que je dois faire, je vous montre, c'est ça, OK? L'importance là, c'est de garder la ligne. Encore une fois, je vous dis comme dans les mimes corporels. Donc, c'est ça que j'ai fait. Alors, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça.
Et on peut continuer, Julien, s'il te plaît. Et la même chose pour aller en arrière. Cette programmation permet aussi de marcher en arrière et j'ai fait les mêmes gestes, ok? J'ai fait juste comme ça. Là, on va voir les prochains styles. Celui-là. Et on peut arrêter. Celui-là a été fait avec les mécanismes et un changement de poids qu'on fait les marionnettistes normalement. Quand on a une marionnette à table, on va faire une sorte de balançoire. Donc, ce que j'ai fait pour faire ce style de marche, est que j'ai désactivé la programmation préétablie des jambes. Avec un bouton, je l'ai désactivé. Et après ça, était à moi de faire ça, de faire ce mouvement. Et donc, encore une fois, c'est un même mouvement que j'ai fait avec une marionnette de table. Mais là, encore une fois, ça joue beaucoup le visuel. Ça joue beaucoup ce que je dois vraiment regarder. OK, merci Julien. On continue. Et là, il y a ça. Ça, c'est bon, c'est des petites sauts. C'est ça. Et la dernière a été encore une combinaison entre les mécanismes et là, j'avais du contrôle. On va la regarder en première et après, je vais vous montrer qu'est-ce que je faisais. Voilà. Merci, Julien. On peut quitter la vidéo. Et pour faire ça, j'ai travaillé avec deux manettes, comme si était vraiment comme si c'était une marionnette de table. Alors, ce que je faisais, c'est que je prenais la marionnette avec celui-là et avec l'autre, Gabriel a fait une programmation pour que je puisse prendre la jambe et la déposer dans l'autre lieu. Alors, je faisais tan, 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 OK? Ça, c'est pour vous montrer aussi, c'est une différence entre un avatar et cette marionnette. Et on peut choisir ça parce qu'on comprend que les gestes, c'est très important. Les gestes, c'est signe aussi. Donc, on ne peut pas économiser, comme a dit tantôt Luciani par rapport à ça. Et OK, là, je regarde l'heure et je vois qu'on est proche de la fin. Alors, je vais vous montrer juste rapidement, on va faire ça juste rapidement. Non, on va aller directement à la vidéo numéro 8. On va aller aux vidéos numéro 8, mais attends-moi un peu, juste on va être préparé, OK, Julien? Ici, je vais vous montrer une vidéo. J'ai la vidéo 7 et j'ai la vidéo 9. Je crois que tu ne l'avais pas mis dans la liste, mais je peux aller le chercher, je l'ai. C'est les vidéos, il s'appelle vidéo 8. Il s'appelle chorégraphie d'Icare, avec la musique. Bon, et là, je profite que Julien cherche la vidéo pour vous expliquer que tout ça peut être en programmation, ok? On pourrait programmer pour que ça se fasse tout seul. Mais pourquoi je trouve important que les comédiens fassent ça dans les moments présents? Et Sabin Paré, il est un chercheur et marionnettiste aussi. Il fait des recherches par rapport à la marionnette robotique. Lui, dans un de ses articles, il parle de ce qu'il trouve qui a manqué dans sa recherche par rapport à la marionnette robotique. Il dit que ce qui a manqué était une sensation de fragilité. Je trouve que cette marionnette arrive à avoir cette sensation de fragilité. Et je trouve que c'est aussi parce qu'elle peut être, tous ces gestes sont créés live et c'est ça. Je trouve vraiment que cette qualité d'imperfection que donne l'humain ajoute cette imperfection. Donc ça, on le ressent
Et c'est difficile à expliquer, ça peut être même subjectif si vous voulez. Je ne sais pas s'il y a qui va oser faire une recherche par rapport à ça, parce que c'est tellement subjectif. Mais vraiment, on le voit. Il y a cette sensation d'imperfection, de fragile. Alors, ce que j'ai fait, est que je vous présente une vidéo où j'ai développé une courte séquence et avec les détonateurs et avec les personnages, les différentes façons mécaniques, et on va le voir. Là, on voit juste la vidéo. Moi, je ne suis pas importante. Il y a la musique bien. On a celui-là. Animation de marionnettes dans la réalité virtuelle, c'est l'équilibre. Parce qu'on a déjà parlé de l'importance de l'équilibre précaire dans l'interprète, mais ici, l'équilibre précaire est déjà ajouté. Depuis qu'on installe l'artefact, on est déjà dans un... C'est vraiment vertigineux. Alors, il faut faire le contraire. C'est un peu inversé. Et au lieu d'essayer de nous mettre, nous, en danger, là, ce qu'on doit faire, c'est essayer d'être quotidien dans un environnement non quotidien. Et ça, c'est la première. L'autre, on a déjà parlé beaucoup de ça, c'est le manque de poids dans la figure. Et ce qui va mettre en évidence l'importance de gestes des marionnettistes. Là, je ne dirais pas que c'est une différence comme dans l'équilibre qui est inversée.
c'est la même chose, c'est juste que dans le cas de la réalité virtuelle, c'est évident à quel niveau est important. C'est juste que l'implication, elle va aller encore plus loin. Et la troisième, c'est la possibilité de programmer des règles physiques dans la réalité virtuelle. Et quand on parle d'une figure informatique, on parle par rapport à la programmation qu'on peut créer, on peut répliquer les règles physiques comme la gravité ou la tendance de mouvement des objets, mais on pourrait aussi programmer autrement. De fait qu'on pourrait avoir des objets qui ne répondent pas à la loi gravitationnelle. Alors, je pourrais mettre ce livre ici et il va rester là parce qu'il a été programmé pour juste être déplacé sans loi de gravité. Et ça, c'est quelque chose que je pourrais dire, c'est positif de ce côté. Alors, si bien cette recherche a voulu approcher au numérique à travers le traitement d'un avatar en tant que matière pour analyser la relation objet-marionnette-sujet-marionnettiste, elle ne peut pas se libérer de sa nature médiatique. L'intermédialité est un domaine de recherche qui consiste à mettre sous la loupe les interactions générées entre les différents médias. Cette recherche a fait sortir certaines de ces possibilités médiatisées à travers la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la possibilité des interactions à travers la téléprésence. Et Gabriel Tran et moi, nous avons travaillé, pas à cause de la pandémie, mais avant, parce que Gabriel habitait à Québec, nous avons beaucoup travaillé en téléprésence depuis le début de la recherche. Et avec la théorie et l'expérience, je constate que le sujet agit sur l'objet tout autant comme l'objet agit sur le sujet. Nous ne pouvons pas ignorer les changements apportés par les nouvelles technologies. Nous sommes tous des consommateurs de ces objets et de ces contenus. Nous pouvons faire des alliances qui vont nous permettre de récupérer notre liberté créatrice. Notre liberté, ou je dis liberté. C'est un mot qui sort de mon corps. Liberté. On peut récupérer notre liberté créatrice. Nous pouvons apprendre à utiliser nos ailes, nos échappatoires, sans oublier que nous ne sommes pas des oiseaux, que les ailes ne sont pas qu'un prétexte pour montrer nos capacités inventives et créatrices. Je vous remercie vraiment de votre attention, de votre présence, de votre téléprésence. Et nous allons ouvrir une période pour des questions, des commentaires. Et je vais inviter aussi à M. Tran, M. Gabriel Tran, sans qui je n'aurais pu pas faire cette recherche-création. Et alors, comment ça va fonctionner? Et ceux qui sont via Zoom, il peut écrire votre question dans le clavier ou vous pouvez lever la main et ouvrir votre caméra, dire votre nom et qu'est-ce que vous faites et poser votre question ou votre commentaire. Et aussi dans la salle, on va essayer, s'il y a des commentaires dans la salle, vous pouvez lever la main et on va faire aller-retour entre Zoom et ici. D'accord? Merci beaucoup. Alors, c'est à vous. Une main levée sur Zoom. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole d'abord? Est-ce que je peux poser une question? T'as une question? Vas-y. Oui, c'est bon? Dis oui, allez-y. Ah, d'accord. Alors, premièrement, félicitations aux deux. C'est vraiment intéressant comme projet puis comme découverte. Et dès que j'ai lu l'article publié par l'UQAM, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, surtout en ce temps de pandémie, puis que la vie commence à changer avec toutes ces bon, avec tout ce qui arrive. Et puis j'aurais deux questions. Puis la première, c'est
Et Paola, tu as beaucoup parlé de l'implication espace et corporelle qu'il existe en scène, sur scène, dans les arts vivants en tant que comédienne ou animatrice ou marionnettiste. Mais je voudrais savoir comment c'est pour toi aussi le côté, l'implication émotionnelle, parce que c'est pas la même chose de manipuler un objet qui a un poids, qui nous amène à un état, mais comment c'est pour toi de te mettre en état aussi, de te connecter. Je trouvais que ça faisait vraiment, oui, une relation avec le mime, que la ligne peut être vraiment légère entre la distraction de ne pas avoir ce poids-là et l'implication totale de manipuler quelque chose qui n'existe pas physiquement. Alors, comment c'est pour toi émotionnellement le fait d'être impliqué dans quelque chose qui n'a pas encore physique comme tel? Comment c'est pour toi émotionnellement cette implication-là? Puis l'autre question, je ne sais pas, et puis je m'excuse parce que je suis rentrée un peu en retard, peut-être tu l'avais expliqué au début, mais c'est ce genre de recherche, de découverte que vous aviez eu. Et comment vous pensez la présenter au public? Est-ce que c'est un travail qui est fait que pour la virtualité, alors dans nos écrans, ou à un moment donné, on va pouvoir avoir la chance d'assister peut-être à un spectacle où il va avoir une marionnette virtuelle, puis on va voir ça, où on doit porter des lunettes, ou c'est d'une façon hybride, ou comment est-ce que va se passer cette découverte? Oui. Et bon, pour la première question, je peux dire que j'ai passé surtout dans les laboratoires consacrés au rythme. J'ai passé beaucoup de temps à explorer aussi, mais je suis approchée à les choses que je connais par rapport à Jou. Et donc, j'ai vraiment essayé avec bioénergétique, biomécanique, et j'ai essayé de trouver ça. Et ce que je trouve, est que probablement que ce n'est pas important la technique des Jou qu'on va mettre pour l'animation d'une marionnette virtuelle. Pour l'instant, je pourrais dire que je n'ai pas une réponse que c'est celui-là, mais ce que je trouve, est que c'est vraiment important d'avoir cette préparation en toi parce que cela va permettre une disposition au jeu. Et ça va faire que tes courbes rythmiques, tu vas l'avoir intégrée vraiment. Donc là, c'est comme si la matière, c'est justement ça. Tu travailles avec... j'ai des autres vidéos, j'ai vraiment beaucoup de vidéos, mais je ne peux pas vous montrer tout ça dans une heure. Mais j'ai des vidéos où j'étais essayé d'être fâchée. Donc, mon énergie était vraiment grande. Mais même avec une marionnette tangible, comment j'ai fait pour que toute cette énergie soit pip, là, montrée dans ces petits objets. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Et la marionnette virtuelle, ce que je peux te dire, c'est que là, il y a encore une inversion. Dans la marionnette tangible, j'essaie de faire ça concentré pour que ça reste juste dans la marionnette. Mais avec la marionnette virtuelle, je pouvais vraiment me déployer et il n'y avait pas de problème. Le seul problème, c'est encore la manipulation, mais comme je ne suis pas dans le même espace et qu'on pourrait m'effacer complètement, je pourrais être vraiment dans mon corporalité, je pouvais être encore plus grande et comme un jeu plus large. Donc, je pourrais dire, oui, c'est ça peut-être la différence entre le mime et l'interprétation d'un personnage, et surtout si c'est des émotions complexes. Mais c'est important de le faire parce que c'est dans notre travail qu'on va le faire, même si je n'ai pas encore trouvé une façon de constater à quel niveau ça fonctionne pour les spectateurs. Et je le sais que dans mon état de jeu, il y a une implication. Pour la deuxième réponse, je vais encore répondre, Gabriel. Je souhaite, ce que j'ai envisagé déjà, c'est de présenter quelque chose hybride. Donc,
il y a en fait plein de possibilités. C'est ce que je peux dire, que c'est un objet et c'est un outil que c'est à l'imaginaire de chaque personne, à l'imaginaire de chaque metteur en scène, et de le mettre en place. Et comment? De mon côté, j'avais envisagé un parcours comme une sorte d'installation où on peut voir dans un lieu, dans un endroit, les marionnettistes et dans un autre, la marionnette projetée. Donc, pour moi, c'est aussi intéressant ça parce que normalement, on ne peut pas faire cette séparation. Mais avec les casques, c'est possible. Alors, on peut voir et se demander qu'est-ce que fait cette personne. C'est quoi tout ce mouvement qui est fait comme performatif un peu. Et quand on regarde la marionnette, on comprend. Et là, on pourrait ajouter des textes, on pourrait ajouter de la musique pour créer des atmosphères. C'est comme ça que je les vois. Si je peux ajouter à la réponse. Oui. De mon côté, ça fait quelques années que je réfléchis déjà. Je ne sais pas si on m'entend bien. Je ne sais pas c'est quoi. OK. Est-ce que j'enlève le masque aussi? Je ne sais pas. Si à ton propre plaisir. Parfait. Ça fait quelques années que je réfléchis à un mode de présentation, mais qu'il n'y a pas vraiment de concrétisation là-dessus, mais à une époque où est-ce que les arts vivants doivent se réinventer en ce moment sur les modes de présentation. Ce que ça permettrait aussi, ce serait, comme Paola disait, la téléprésence et comme on a tous des appareils intelligents qui sont capables de réalité augmentée presque aujourd'hui. C'est possible de créer un espace de spectacle, de représentation virtuelle chez soi et de voir une représentation en 3D avec son appareil intelligent qui mélange l'espace autour de soi avec l'espace virtuel, comme on a vu dans les vidéos précédemment. Puis aussi, ça permettrait la coopération entre des marionnettistes qui sont dans des espaces différents. Il y a eu des moments où est-ce que Paola et moi, on a interagi à 2 marionnettes, où est-ce qu'elle était chez elle et moi, j'étais chez moi. On avait chacun un casque de réalité virtuelle et on avait 2 marionnettes sur la table et on a passé peut-être 30-45 minutes à juste se lancer un petit cube et on avait vraiment beaucoup de plaisir. Mais de pouvoir échanger avec des marionnettistes ou des artistes qui sont pas nécessairement, avec qui c'est pas nécessairement possible d'interagir en ce moment ou parce qu'ils sont dans différents pays ou peu importe. Donc, ça répond à la question. Merci, Gabriel. Il y a une autre question. Oui, non. Je vais ramener le micro. Non, on peut le dire de loin, vous allez répéter. OK. Alors, merci, Julienne. C'est très intéressant, merci beaucoup. On découvre vraiment tout un univers que je ne connaissais pas. On dirait que ça ouvre des possibilités au niveau de la mise en scène. C'est sûr que je parle parce que c'est ça qui m'intéresse dans la vie. On dirait que je regarde tout ce que le marionnettiste peut atteindre. Puis ma question va à Julien. Est-ce que le rôle du programmateur est celui du metteur en scène à ce moment-là? Parce qu'il faut demander au programmateur de faire tel effet, telle résultante. J'ai l'impression que Paola, même si tu dis que tu l'as travaillé seulement en tant que marionnettiste, tu as joué la metteur en scène parce que tu as demandé, quand on touche, il faudrait qu'il y ait une répercussion. Je trouve que c'est intéressant ce lien-là entre l'interprète et le metteur en scène. Puis je me demande à quel point vous avez besoin d'un metteur en scène ou peut-être, mais il me semble que vous ouvrez un univers qui est très intéressant de repenser la mise en scène de la marionnette. Est-ce que vous l'avez travaillé consciemment comme ça? Quand tu demandes, j'aimerais comprendre comment vous avez collaboré ensemble entre les demandes et les réponses et surtout la capacité d'un programme. On a des limites. Quelles étaient ces limites-là au niveau technologique? OK. Désolée, on fait des déplacements micro pour que tout le monde sur Zoom et s'il y a, je ne sais pas s'il y a Facebook finalement. Merci, Ajaï. Oui, bien, aux côtés de la mise en scène, je pense qu'on aurait pu profiter effectivement d'un œil extérieur. Il n'y avait pas vraiment de rôle de metteur en scène entre Paola ou moi. Je me considère plus comme un concepteur par rapport à la marionnette parce que mon seul rôle était de créer des possibilités de mouvement. Et après ça, Paola, c'était de trouver les mouvements dans ces possibilités-là, si on veut.
Les contraintes technologiques, c'était des beaux défis parce que avec le jeu vidéo traditionnel, on a des contraintes qui sont très, très limitées. Non seulement avec l'espace virtuel, on peut vraiment contraindre le joueur à certains types de mouvements qui sont très, très limités et ça permet d'avoir des mouvements qui sont très, très prévisibles pour le programmeur. Alors que lorsqu'on arrive avec la réalité virtuelle, on a vraiment, vraiment moins de contraintes dans ce que le marionnettiste ou le joueur peut faire. Alors, c'est de trouver un équilibre entre contraindre les possibilités puis permettre le mouvement. Parce que, par exemple, Paola qui prenait un objet et le faisait passer à travers la table pour faire réagir la marionnette, ça, c'est quelque chose que on peut choisir de limiter cette interaction-là pour le réalisme ou on peut choisir de permettre cette interaction-là parce que elle est comme imprévisible. Puis, on ne peut pas empêcher physiquement Paola de passer sa main à travers une table qui n'existe pas tangiblement. Puis, Et, OK, oui. Une question technique dans ce cas-là. Est-ce qu'on pourrait imaginer que les objets, tu as utilisé un objet pour faire bouger la marionnette, là, c'est un Rubik's Cube, si je me souviens bien. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'une série d'objets aurait des fonctions différentes, par exemple? Quand on prend tel objet pour toucher la marionnette, ça programme la marionnette de telle façon. On en prend un autre, ça la reprogramme d'une autre façon. Donc, on peut avoir l'objet pour faire marcher, l'objet pour faire voler, l'objet pour... Vous comprenez ce que je veux dire? Ce qui fait que la manipulatrice, elle, prend différents objets que le spectateur ne voit pas, qui sont des objets qu'elle seule voit. Et quand ça touche la marionnette, ça déclenche une série de fonctions. Comme ça, il pourrait avoir une véritable chorégraphie, une véritable danse entre les différents objets qu'elle prend. Elle n'aurait pas à manipuler des boutons sur ses manettes, mais bien avec les interfaces qu'elle choisit pour toucher la marionnette, ça provoque des trucs. Avez-vous pensé à une solution comme celle-là? Je pense que c'est possible, hein, Gabriel? oui, c'est possible. C'est possible parce qu'une des choses qu'on a dit est que les ajouts, les choses en plus qu'on trouve dans cette matière, c'est ça, c'est qu'on peut programmer les relations entre les objets. En fait, il y a un cube, en fait, Gabriel, il a créé 2 cubes, un qui répond avec les lois de gravité, avec les lois physiques et tout ça, et j'ai pu monter là ma marionnette. Et l'autre, celui qui reste, qui ne répond pas aux lois de gravité, même si je monte là la marionnette, elle rentre dans le cube, mais pas au complet. Elle garde, par exemple, un petit morceau de la tête à l'extérieur, mais l'autre partie rentre au cube. Donc, oui, je pense que c'est possible, Gabriel, oui. Oui, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Ça demanderait une exploration au niveau de quelles sont les possibilités qu'on veut créer avec ces objets virtuels-là qui changent le mouvement. Puis, c'est seulement quelque chose qui demanderait de l'implémenter, mais c'est pas impossible. Par exemple, il y avait eu un temps de laboratoire dans lequel Paola explorait les différents mouvements de la marionnette. Puis, tentait de faire un exercice de statue. Donc, elle prenait des statues qu'elle trouvait et essayait de répliquer le mouvement avec la marionnette. Et a rapidement trouvé que ce n'était pas possible avec ce que j'avais fait parce que le mouvement était déjà préprogrammé. Puis, dans les marches qu'elle a présentées plus tôt, les différents types de marches, c'est un type de mouvement que j'ai rajouté pendant l'exploration qui permettait de figer des parties du corps dans l'espace pour permettre de créer les différentes poses de statues qu'elle essayait de créer. C'est ça. Le problème qu'elle a rencontré dans l'exploration, on a trouvé une solution à la programmation à ce moment-là. Puis... Voilà, c'est ça qu'on voit aussi dans les vols. Quand la marionnette vole, les bras sont comme ça. Ça correspond aussi à Gabriel, il a créé ces points fixes et donc j'ai juste éloigné la marionnette de ça et elle restait connectée. Alors elle gardait les mouvements. C'est ça. Merci. Il y a d'autres questions dans la salle? L'humain, il se blesse puis il meurt. On peut le blesser et le tuer. La marionnette, elle peut se briser puis être détruite parce qu'elle est matérielle. On peut faire des choses avec elle qui
dépasse ses limites et la briser. En virtuel, est-ce que ça tient juste à la programmation? Est-ce que c'est éternel? Ou bien tu pourrais faire, toi, quelque chose comme manipulatrice et dépasser les limites et la briser, et on peut donc la réparer ou la détruire. Je dirais, je vais voir qu'est-ce que va répondre Gabriel dans ces cas, mais dans mon expérience, c'est vrai, en fait, c'est une caractéristique des virtuels, les charnels n'existent pas, alors n'existe pas ni la mort ni la maladie. Et donc, je dirais que oui, ça existe. Parce que il y a ce que je vous avais montré, les mouvements comme ça. Pour moi, ça risque, en fait, je ne sais pas, Julien, si on peut voir les vidéos qui s'appellent vidéo bloopers. Oui. C'est parce que il ne peut pas être brisé, effectivement, mais je peux aller à faire des recherches dans les mouvements qui va créer un mouvement tellement aléatoire qu'on va voir que des chaos. Donc, ça ne devient pas contrôlable. Mais c'est que oui, ça s'arrange soit avec les ça, Gabriel, tu te rappelles? Oui, tu peux les laisser. Là, par exemple, j'ai essayé pour la première fois de mettre les cubes à l'intérieur de la marionnette. Mais elle est devenue folle, si on veut. Donc, je n'étais pas capable de l'arrêter. Et là, vous voyez, c'est des mouvements aléatoires que même si je pense, comment on pourrait ajouter ça à la narration, pas exactement ça qui est arrivé là, parce que ça, c'est vraiment incontrôlable. On ne sait pas si elle va rester là. À un moment donné, elle a commencé vraiment à monter, mais monter dans l'espace virtuel, c'est-à-dire qu'il n'était pas possible de la rattraper. Donc, vous voyez? C'est ça. Donc, merci, Julienne. Je pourrais raconter beaucoup des anecdotes à ce niveau-là. Et en fait, je profite, Claude, ta question pour dire, dans les jeux vidéo, ils vont engager parfois des personnes qui vont tester les jeux pour voir quels sont ces points de rupture, si on veut, des ruptures dans la programmation. Alors, ils vont mettre des gens à jouer parce qu'ils sont en capacité de jouer, qui va pousser les limites toujours plus loin. Et comme ça, ils vont connaître dans son propre jeu quelle est la limite. C'est ça. Est-ce que dans Zoom, il y a des autres questions? Est-ce qu'ici, il y a des autres questions? D'accord. Oui, Aurel, une dernière. Je me demandais combien de temps ça prend pour programmer, mettons, si vous voulez créer un type de démarche avec un type de mouvement. Est-ce que ça représente, combien de temps ça représente de travail en termes de temps? Ouais. Ça dépend beaucoup. Je travaille très lentement parce que je suis autodidacte et c'est un terrain qui est encore très, très inexploré, la marionnette virtuelle. Mais il y a certaines choses qui prennent un après-midi à implémenter. Par exemple, les mouvements dont je parlais tantôt, permettre de figer les membres du corps de la marionnette dans l'espace, ça a pris peut-être un après-midi. Mais des fois, il y a quelque chose qui est tellement complexe ou le bug de la marionnette qui s'envole comme ça, c'est quelque chose qui pourrait prendre plus de temps à régler. Ça dépend de vraiment beaucoup de choses, beaucoup de facteurs. Pour ce qui est du mouvement de la marionnette, c'est de créer un avatar, de lui donner du mouvement et tout. C'est peut-être quelques semaines, 2 mois peut-être pour créer une nouvelle marionnette. Souvent, ce serait moins que ça, mais ça dépend toujours des défis qu'on rencontre en cours de route. Puis souvent que la correction n'est pas toujours évidente. Puis ça répond. Vous avez créé, par exemple, un premier objet virtuel en mouvement. C'est peut-être plus facile aussi de faire comme des doublures de cette propre marionnette-là pour créer d'autres personnages. Oui.
C'est ça. Donc, en ce moment, la plateforme de mouvement qui existe pour cette marionnette-là serait facilement transposable à une autre marionnette qui est d'un physique similaire, c'est-à-dire 2 bras, 2 jambes, une tête. On pourrait juste prendre le modèle de... Un autre esthétique. Oui, et donner un autre esthétique. Puis, ça demande simplement de régler les contraintes qu'on veut à la marionnette, par exemple, à quel point sa jambe peut s'étendre ou est-ce qu'elle a des limites dans le mouvement. Puis après ça, c'est assez simple à implémenter. Mais ces nouvelles possibilités-là, ça fige un peu dans la recherche de mouvement, la recherche de comment utiliser l'interface pour contrôler la marionnette parce qu'il y a tellement de possibilités que c'est difficile de se concentrer sur quoi exploiter, quoi explorer précisément et de limiter le plus possible pour, surtout dans le cas de la recherche de Paola, pour ce qui est utile à sa recherche quant au mouvement de la marionnette. On a une question de Leslie. Un instant, je vais essayer de la trouver. Je ne la trouve pas. C'est qui a dit ça? On peut dire bravo. Oui, bravo. Ah, Cléa? Oui, elle est là. Okay. Après Cléa, oui. Oui, merci. On peut dire à Leslie de poser sa question. OK. Est-ce que vous m'écoutez? Vous m'entendez? OK. Hola Paola, c'est Leslie. Voilà. Félicitations, vraiment félicitations. Je suis très contente de voir une étape plus avancée de ces recherches. Je me rappelle très bien de ces marionnettes. Merci beaucoup. Et en fait, juste pour te dire, moi, je travaille avec le corps et une chose que c'est très... Je ne sais pas si tu l'as mentionné parmi tout ce que tu as dit. C'est l'angle de vision dans la manipulation. Quand tu as le casque et quand la marionnette derrière t'est détachée du corps, de l'objet, mais l'angle de vision des manipulations. Peux-tu me dire un peu de ça? Peux-tu parler très peu de ça? Et les défis, c'est tellement différent. De transférer, de créer l'espace, les lois physiques qui n'existent pas dans la manipulation avec les casques, comme la gravité, l'effet que ça peut flotter éternellement, puis que c'est toi, la personne qui manipule, qui doit créer ces lois physiques. Et oui, c'est ça qui m'a resté parmi toutes les choses que je voulais te dire, mais c'est ça. Si tu peux faire des explorations avec la marionnette tangible. Et donc, Leslie, c'est très important ce que tu touches par rapport à la vision, à l'angle de vision. Parce que, en fait, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça d'entre vous, mais quand on fait des théâtres d'ombre, par exemple, avec la lampe sur la tête, si vous avez déjà fait cette expérience, ça fonctionne presque pareil. Alors, c'est comme si on a le contrôle en même temps d'une caméra. C'est parce que là où on va voir, c'est ça qu'on va voir. Alors, et là, il y a un défi, effectivement, et parce que, par exemple, pour cette marionnette, j'avais au début demandé à Gabriel que la tête soit attachée au casque pour me permettre plus de mouvements, et comme ça, j'ai fait des mouvements comme ça. Mais le défi, c'est ça. Est-ce que si elle est attachée à ma tête et que je regarde, la marionnette va faire les mêmes mouvements. Mais Gabriel a fait aussi un système que je peux pousser les boutons et comme ça, je reprends la tête avec avec la manette. Alors, je désactive encore une fois la programmation. Et ça, c'est une possibilité. Un autre que j'ai trouvé, est que quand tu vas mettre le casque de réalité virtuelle, c'est très important la délimitation d'espace. Alors là aussi, j'ai trouvé que parfois, ça dépend comment je faisais ma délimitation d'espace. Je pouvais être à ce niveau de la table ou je pouvais être plus haut. Je peux même changer mon point de vue. Alors, je pouvais parfois être vraiment là et la marionnette très bas.
Ou je pouvais être super bas et la marionnette ici, comme si on pourrait vraiment jouer avec notre taille. Et donc, oui, c'est un défi, mais je dirais la même chose qu'avec le théâtre d'ombre. C'est un défi et si tu décides de les prendre, il faut vraiment les maîtriser. Après quelques temps, tu dois vraiment... Ah, ici, je regarde ici. Et dans les vidéos que je vous ai montrées, vous savez-vous, j'ai fait une approche quand la marionnette tombe. Pour aller vers la fin, je m'approche. J'ai fait ça avec le casque, effectivement. J'ai fait une dramaturgie, on pourrait dire, dans le sens que Hélène Ducharme dit, oui, on joue un peu au metteur en scène, parce que tu décides quel est le focus. Donc, je suis allée vraiment j'ai rentré dans la table pour faire ça. C'est ça. Et je ne sais pas si je réponds à ta question, Leslie. Si. Sí, Paola, muchas gracias, merci beaucoup. C'est vraiment, il y en a beaucoup de choses que j'ai à dire par rapport à ça. Je t'envoyerai un courriel, un bon verre de vin à travers Zoom. Félicitations à ton collègue aussi. Ça me parle beaucoup parce que j'aime beaucoup le cinéma d'animation, le court-métrage en général avec plein de techniques. J'aime les arts de la scène, je travaille avec le corps, puis j'ai toujours trouvé dans mon petite expérience en tant que manipulatrice que le corps est vraiment engagé dans ça, dans toutes les façons de manipulation. Et avec l'espace virtuel, tu viens de me donner plus de questions et j'adore ça, puis de nous éclairer, de nous ouvrir une porte différente qui joue entre le champ de jeux vidéo, l'espace virtuel, l'animation cinématographique, la manipulation et le COVID. Donc, merci pour toutes ces choses. Bravo à cette équipe et vous trois, c'est magnifique. Merci, Paola. Merci, Leslie. Et ça reste la marionnette, avec tout ce mélange que Leslie a dit, mais ça reste la marionnette. Merci. Merci, Gabriel. Je donnerai un câlin à Gabriel, mais c'est interdit. Oui, c'est ça. Et Cléa, tu avais une question ou toi? Oui, quand même. C'est difficile à formuler, mais ça me touche beaucoup ce que tu dis. Avec la masque? Oui. Ouais. Ça me touche beaucoup ce que tu dis par rapport à la vulnérabilité. Et tu as parlé aussi de la fragilité, je crois que c'est la fragilité de l'équilibre. Et dans ta chorégraphie que tu nous avais montrée, j'étais très touchée par une sensation que j'avais que d'une relation entre la marionnette et toi, que la marionnette reste quand même un être manipulé. Et la question que je pose ou que j'essaie de formuler, c'est quel est le rôle de la marionnette virtuelle versus l'avatar? Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Quelle est la métaphore? Est-ce que c'est la même métaphore que la manipulation sur scène? Tandis que la relation est différente. Est-ce qu'on sait que la marionnette est manipulée? Est-ce qu'on devrait savoir? Et pour moi, dans le sens que ça réplique quelque chose du réel, là, il reste dans les mêmes concepts, si on veut. Il reste des avatars. Et cette marionnette, c'est un avatar avec des autres outils de contrôle. Mais pour moi, je voudrais tester probablement, pas pour cette recherche parce que ce n'est pas le vous, mais peut-être par la suite, de tester qu'est-ce qui ressentent les gens. Mais là, ça serait une recherche par rapport à les spectateurs. Pour moi, ça serait intéressant de voir qu'est-ce que les gens ressentent avec un avatar qui a été programmé comme dans le sens des jeux vidéo ou de l'animation qu'on fait, cadre par cadre, et qu'est-ce qui arrive s'ils regardent ça. Jusqu'à l'instant, les gens qui ont regardé cette vidéo, cette séquence, ils disent qu'ils ont été touchés, qu'ils remarquent cette fragilité. Mais peut-être que ça serait intéressant de faire les tests, si on fait les deux, s'il y a une différence et si on pourrait... c'est quelque chose que c'est intéressant, Cléa, est que quand j'ai fait mes approches aux jeux vidéo, quelque chose que j'ai remarqué dans les conférences, dans les séminaires, était son inquiétude par rapport à la manque d'empathie.
qu'avaient les joueurs avec les avatars de jeux vidéo. Il disait, on ne sait pas encore comment créer l'empathie. Donc, était très forte et il savait, ils ont essayé de différentes formes. Dans les conférences que j'écoutais, était surtout par rapport à la narration. Ce qu'il faisait, c'est intéressant, et ce qu'il faisait, c'est que, par exemple, il allait faire que ce personnage sauve un autre personnage. Alors, c'était plus en relation à ça. Alors, tu dois sauver cette petite fille. Alors, il s'essayait de toucher émotionnellement les spectateurs à travers la narration. Mais je pense que ça ajoute à notre possibilité. Dans ce sens, c'est différent. Je trouve que là, il y a une différence. Merci. Merci. Oui, oui, Gabriel. Si je peux ajouter, tu demandais la différence entre l'avatar puis la marionnette virtuelle. J'ai pas beaucoup d'expérience avec la marionnette réelle, mais ce que je sais, c'est qu'il y a souvent un jeu entre à quel point le manipulateur est visible ou non. Puis, avec l'avatar de jeu vidéo, le manipulateur est souvent très, très invisible. Deux personnes différentes auraient le même résultat de mouvement, alors qu'avec une marionnette virtuelle, alors que le manipulateur est complètement invisible dans le monde virtuel, on peut ressentir l'émotion que le manipulateur donne à la marionnette virtuelle. Donc, moi, c'est une des différences que je perçois. C'est vrai. Et ça garde une authenticité dans chaque... C'est que chaque manipulateur, si on donne une marionnette à Aurel et la même marionnette à moi, on va voir des expressivités différentes, juste pour notre énergie, pour notre souffle, pour notre présence. Oui, Aurel. Justement, moi, ce qui me touchait dans les images que tu nous as montrées, c'est l'invisibilité de la marionnette quand on voit la manipulatrice aussi. Genre, si c'était quelque chose que j'avais à mettre en scène, mettons, j'imaginerais vraiment qu'on voit tous les marionnettistes sur scène, mais qu'on ne voit pas les marionnettes virtuelles, mais qu'on voit le mouvement avec cette espèce de présence invisible qu'on peut imaginer, du coup, aussi. Donc, c'est comme l'inverse un peu de ce que vous êtes en train de dire, mais c'est ça, c'est jouer aussi avec l'invisible de la marionnette et pas du manipulateur. En fait, je ne sais pas si on a le temps, mais si vous avez envie, j'ai une vidéo où on peut voir ça, ce que tu dis. C'est une vidéo, et Julien, je vais te dire, je pense que c'est le 7. C'est la vidéo numéro 7. Et celui-là, on va voir juste les gestes des marionnettistes sans la marionnette. Oui, c'est chouette. Et c'est ça, là, on pourrait dire, il y a un article où j'ai lu qu'il parle de l'écriture dans l'air du marionnettiste. Et c'est ça qu'on voit. C'est une relation avec l'invisible. Là, j'essaie vraiment juste de faire respirer. Mais il y a des autres vidéos où je fais plus d'action, mais on voit que... je me rappelle Hélène Ducharme, et on était dans une tournée, et les décors et les marionnettes n'étaient pas encore arrivés. Et on voulait répéter. Et alors, on s'est mis à jouer juste avec les gestes. On a fait juste les chorégraphies. Et moi et l'autre comédienne, on s'est mis juste à jouer avec ça, avec notre mémoire corporelle, en fait. Là, c'est ça. Donc, oui, c'est une possibilité. C'est aussi. Puis la métaphore que ça raconte aussi de la virtualisation. Merci, Aurel. Oui. Voilà. Merci. Merci tout le monde. Merci aussi à les gens, s'il y a encore des gens sur Zoom, merci.